Bonjour à tous. En ce début d'année 2014, j'aimerais amener la réflexion sur la notion d'être humain. Comment définir au plus près en fait cet état? Si l'on se réfère à la plupart des dictionnaires, nous trouvons pour humain qui a trait à l'homme, et pour homme, être humain. Nous voilà donc bien avancés. Alors je vais commencer en énonçant que l'humain est un être vivant, et que le vivant se différencie du reste des états par sa ou ses fonctions organiques. En ce sens, les animaux, dont l'humain, ainsi que les végétaux, sont des êtres vivants. A l'inverse, les minéraux étant inorganiques ne peuvent accéder à la dénomination d'être vivant, même si, sous certaines conditions et définitions, parfois, le minéral peut être considéré comme vivant entre guillemets. À ce stade, quels ou quels éléments différencient l'humain du reste du vivant? Alors en simplifiant un peu, nous pouvons distinguer l'activité humaine de la pensée comme étant le facteur clé, puisque le reste du vivant agit par comportement naturel et non par activité psychique. Donc l'humain se distinguerait du reste du vivant par son activité psychique, la pensée, et plus distinctement même la raison ou la passion. Cette activité ayant son siège dans le cerveau, dans l'absolu, est-ce qu'un cerveau qui pourrait être isolé du reste de l'anatomie est placé à l'extérieur d'un corps, par exemple dans une boîte, tout en gardant son activité et ses fonctions, serait considéré comme un être humain? Alors nous voici arrivés aux limites des réponses absolues. Car si nous répondons par la négative, nous pouvons être en droit de nous demander ce qui distingue l'humain du grand singe, par exemple. Sa culture, pas sûr. Son langage, limite. Les notions de bien et de mal, délicat de pouvoir trancher. Alors pour toutes ces références-là, vous pouvez toujours voir en dessous de la vidéo. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit culture, langage ou notion de justice, tous ces états étant des activités psychiques, nous tournons en rond. Donc bien difficile de répondre non. Par contre, dans l'hypothèse où nous répondrions par l'affirmatif, en estimant que l'activité cérébrale, plus particulièrement la pensée, définit l'humanité, alors que penser justement d'un ordinateur et encore plus d'une activité cybernétique? Puisque d'une certaine façon, l'ordinateur se rapproche de plus en plus d'un cerveau dans une boîte. Si vous vient l'envie de crier « youpi, ça y est, je sais » et claironner joyeusement le mot « sentiment » par exemple, pour différencier l'homme de la machine, je vous répondrai qu'il n'empêche que si l'aire de cette émotion est endommagée, il n'en reste pas moins que l'individu accidenté est et reste un humain. Donc la réponse est insuffisante. Attaqué sous un angle différent, nous pouvons énoncer que la cybernétique, l'ordinateur, le robot, sont de la matière première inorganique, issue d'un assemblage technologique, et de fait ne peuvent avoir le droit à l'appellation vivant, donc humain. Laissons reposer pour le moment et passons au chapitre suivant. Sous la majeure partie de nos latitudes, l'humain, en tant qu'entité biologique, est imparfait. Et oui, restez 3 mois dehors, sans protection, nu, sans toit et sans soins, et vous pourrez rapidement apprécier pleinement cette certitude. Différents niveaux de prothèses technologiques nous permettent de pallier à ces problématiques. Alors le premier niveau, c'est ce que j'appelle les prothèses thermiques et de sécurité. Je regroupe sous cette appellation l'ensemble des vêtures, y compris les chaussures, à l'image des chaussures de chantier, coquet, etc. Le deuxième niveau, ce sont les prothèses physiques, externes et internes, permettant d'éviter ou de pallier un handicap non vital. Ça va de la dent couronnée, en passant par les lunettes, l'implant cochléaire ou encore le membre articulé non biologique. On peut depuis quelque temps diviser en 2 sous-groupes, celui des substitutions, remplaçant un membre, un muscle, un os, un organe, se rapprochant de la norme, et celui des amplificateurs dont la fonction secondaire, à l'image des membres ayant une force supérieure à la normale, comme l'homme qui a des jambes en latte, ça permet un accroissement du possible. Donc nous parlons d'ailleurs pour ce sous-groupe généralement d'hommes augmentés. Enfin, un troisième niveau, les prothèses vitales. Alors fin 2013, un cœur artificiel, donc issu de matières premières inorganiques et d'un assemblage technologique, permet non seulement d'atteindre les possibles du deuxième niveau, mais surtout de prendre conscience que la réalité du vivant a franchi une frontière. Nous ne parlons plus ici de pallier à l'handicap ou augmenter les possibles d'un homme, mais de vie ou de mort. Le vivant, et plus particulièrement l'humain, peut en fusionnant avec la technologie rester en vie ou mourir. Sans cœur, il est mort. Avec un cœur technologique, il vit. La technologie, en remplacement d'un organe vital, devient l'interrupteur premier, différenciant vie et mort.
Alors cet état de fait accentue la porosité entre les distinctions. Car où se trouve la limite entre l'humain-machine ou la machine humaine, et la machine pure, quand l'organe premier permettant la mise en route de l'humain, la possible vie, devient une technologie inorganique. La personne appareillée d'un cœur artificiel est-elle encore humaine, juste humaine? Devrons-nous parler dans quelque temps d'humain pur et de pure machine pour distinguer les différences entre les identités individuelles? Nous avons déjà pu constater dans le passé jusqu'où la notion de pureté peut mener. Ne faudrait-il pas se préoccuper des conséquences de l'homme-machine avant qu'un ou des passionnés réveillent des pensées suivies de comportements risquant pour le moins de devenir alarmants? Alors si vous trouvez que ce raisonnement est un peu extrême, je vous demande dans ce cas, quel est le devenir identitaire de cette info sur l'ordinateur biologique? Je fais une citation, la référence est en dessous. Le transistor biologique, entièrement fabriqué à partir de matériel génétique, non seulement existe, mais il était la dernière barrière pour la création d'un ordinateur biologique. La fin du premier chapitre se concluait avec cette phrase. Attaquée sous un angle différent, nous pouvons dire que la cybernétique, l'ordinateur, le robot, sont de la matière première inorganique, issue d'un assemblage technologique, et de fait ne peuvent avoir le droit à l'appellation vivant, donc humain. À la compréhension de la fin du deuxième chapitre, que pouvons-nous constater? Que la machine est en passe de devenir un humain presque comme les autres? Que l'humain est en passe de devenir une machine presque comme les autres? Quelle définition passerelle sépare l'humain implanté d'un cœur technologique de l'ordinateur biologique? Ne devrions-nous pas statuer sur ces notions avant que certaines pensées extrêmes s'accaparent le débat? Bon cogito à tous. Un petit addendum avant de finir. En référence à l'article « Pourquoi je déteste la démocratie » que vous pourrez trouver sur le site civilisation2.org, qui, pour mémoire, conclut sur l'intérêt, voire l'impératif urgent d'une gestion socio-cybernétique des besoins humains, et pour ceux dont les fonctions cognitives renaclent à la pensée de machines décisionnaires, si cela peut vous rassurer, dites-vous que le grand écart entre homme et machine est devenu un jumelage presque siamois, un panaché de genre, le tartan du XXIe siècle. Donc la réflexion sur une gestion soutenable des ressources de cette planète par l'homme ou par la machine est déjà quasiment un sujet d'arrière-garde, une réflexion passéiste. Je vous laisse réfléchir à tout ça et, comme toujours, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à me contacter. Bonne journée à tous.